Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'une de mes plus belles rencontres artistiques. Je l'ai découvert sur scène dans le livre de la jungle, il y a bien longtemps. Évidemment, il y tenait le premier rôle. Artiste pluridisciplinaire, il chante, danse et joue la comédie. Son nom est souvent associé à de grandes productions. Le dernier succès pour enfants, Encanto, il y fait la doublure et chante. Travailleur acharné, oui, acharné, il ne recule jamais devant les enjeux. Jeune, beau, il court les castings, les cours de théâtre, les stages. Il sait chercher les opportunités et créer les rencontres. Ça lui a d'ailleurs ouvert la voie à des projets artistiques plutôt pas mal. Depuis le 7 octobre, il est à l'affiche de Victor vers le futur au Palais des Glaces, mis en scène par Jeff Panaclock. Tom Almodar, bonjour. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Oh. Eh bien, grosse année, assez surprenante. Je m'attendais à une année plutôt calme. J'avais moins de projets. C'est vrai que ces dernières années, j'ai eu la chance de beaucoup travailler, de beaucoup enchaîner les scènes, les spectacles, etc. Et là, ça se calmait un peu en ce début d'année 2023. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé effectivement à faire des stages, que ce soit dans le doublage et plus récemment un stage caméra pour rencontrer directeurs de casting, réalisateurs, etc. Et puis sont arrivés et est arrivé notamment ce gros projet effectivement de rentrée, Victor vers le futur. Donc grosse année et effectivement beaucoup de belles choses en préparation. Qu'est-ce que c'est alors, Victor, Retour vers le futur ? Tu y tiens le premier rôle. Fais-nous le speech en quelques lignes. Alors, Victor vers le futur, c'est un remake du grand film Retour vers le futur. Jeff Panaclock, donc, qui a écrit cette comédie musicale et qui l'a mise en scène également, est un grand fan de Retour vers le futur et un grand fan des comédies musicales. Et il s'est dit un peu il avait envie de monter son projet et il s'est dit ça pourrait être très chouette de monter ma première comédie musicale autour de ce gros succès et de ce film qui a bercé un peu son enfance et même en tant qu'adulte encore aujourd'hui. Et donc c'est un ado qui a fait une énorme gaffe, une énorme connerie en fait ses parents ont un gros projet. Ils ont hérité de l'entreprise du grand-père de mon père, qui est architecte, et ils sont dans la galère, ça fonctionne pas, etc. Et là, ils ont un projet qui potentiellement va les sauver, va nous sauver la famille, parce que la maison est en péril, le quotidien, etc. est en péril. Et Victor va faire une énorme gaffe par rapport à ce projet-là. Et de là, il va essayer de sauver sa famille, de sauver sa bêtise. C'est un garçon hyper téméraire, qui adore blaguer, qui est très joueur, très casse-cou, mais très gentil. Et il va vouloir absolument réparer cette bêtise. Et de là, il va aller demander de l'aide à son ami Paul, le réparateur de frigidaire, qui est sur un projet depuis quelques années maintenant, pour voyager dans le temps. Et sur scène, depuis le 7 octobre, comment on prépare un tel rôle ? Des mois de travail, je crois, tu interprètes le rôle d'un jeune adolescent. Comment ça se prépare ? Alors là, c'était un peu, on va dire, touchy. C'est un peu plus compliqué la préparation dans le sens où il y a aussi on est autour du voyage dans le temps, donc le retour dans le passé, le retour dans le présent, dans le futur, la double réalité qui se crée. Enfin, beaucoup de choses à comprendre. J'ai vraiment essayé de décortiquer le livret au maximum
pour comprendre les moindres détails. Donc j'ai été vachement en relation avec Jeff pendant les vacances d'été, à lui poser énormément de questions par rapport à l'écriture, par rapport à toute l'histoire, etc., pour être sûr d'être juste et de comprendre tous les enjeux. Donc ça a été effectivement un peu plus long sur ce projet-là. Et puis il y a beaucoup de techniques dans le spectacle aussi, donc beaucoup d'enjeux, on est aussi parce qu'on n'a pas d'orchestre qui nous accompagne au théâtre, donc on est Doumé Mattei qui a fait la musique. On a beaucoup d'underscores qui sont présents sur les scènes de théâtre, etc., sur lesquels il faut être assez, comment dirais-je, dans le détail. Voilà. Et donc beaucoup effectivement de travail avec les camarades au niveau chorégraphique, au niveau mise en scène, etc. Comment t'as atterri sur ce casting ? Ça a été un appel à candidature, on t'a appelé, Jeff t'a appelé, c'est un directeur de casting qui t'a mis sur le rôle. Comment ça s'est passé ? Non, c'est pas Jeff qui m'a appelé. C'est assez drôle. Alors pour le coup, c'est assez. En gros, moi, début d'année 2023, je me suis dit bon, les comédies musicales, c'est ce que j'aime ça. Je suis sur scène, j'ai la chance de chanter, de danser, de jouer la comédie, et c'est ce que j'adore faire. Mais c'est vrai que plus je grandis, et là plus j'ai des envies aussi différentes. J'ai envie de développer vachement le cinéma, tout ce qui est image. J'ai aussi envie de me consacrer à mon projet musical, parce que moi, ma première vraie grande passion, c'est le chant. Donc j'ai aussi envie de monter mon projet à moi personnel, et donc je m'étais dit que cette année 2023, justement parce que j'avais aussi moins de travail, allait me permettre de développer tout ce qui est stage, rencontres, etc., et de développer un peu plus ce côté-là. Et est arrivé ce projet-là sur les réseaux sociaux, appel à candidature. J'ai regardé un peu les personnages qu'il recherchait, et je voyais pas de personnages qui pouvaient me correspondre, et notamment Victor, qui au départ il cherchait quand même un très jeune, entre 16 et 18 ans, vraiment. Donc je me suis dit bon voilà. Et il cherchait un ténor aussi également. Et ça c'est un peu un combat personnel que je mène un peu entre guillemets, mais j'ai souvent cette sensation, et voilà, dans les comédies musicales, dans les projets, souvent les premiers rôles ou autres, ils cherchent souvent des ténors. Il n'y a pas que des ténors, il y a aussi beaucoup de barytons Martin ou d'autres tessitures de voix qui peuvent aussi être premier rôle. Et c'est vrai que moi, au premier abord, ça peut un peu me bloquer. J'ai jamais vraiment su quel était mon registre un peu vocal. J'entends A, puis parfois on me dit B, c'est assez compliqué. Et donc quand j'ai vu en plus ténor, je me suis dit bon laisse tomber, voilà. Et donc j'ai envoyé quand même ma candidature, mais pour un petit rôle qui est aussi ensemble, mais qui du coup danse quand même pas mal. Et moi je danse, mais je suis plutôt, je dirais, un chanteur comédien qui danse qu'un danseur qui chante, si faut un peu situer la chose. Et j'ai quand même envoyé ma candidature. Un mois après, pas trop de réponses. Je me suis dit, ça correspond pas, c'est pas grave. Et je reçois peut-être 1 mois et 2 semaines après, ou quelque chose comme ça, un mail de la directrice de casting, donc Clémence Bouvier, qui me dit, on a bien reçu ta candidature, on aimerait te rencontrer pour le rôle de Henri / Ensemble. Donc j'y vais. Et Jeff, en fait, ce qui est drôle, c'est que je l'avais rencontré déjà au Théâtre des Variétés quand je jouais à l'époque le Livre de la Jungle, parce que lui, le soir, il jouait son spectacle. Donc je l'avais déjà croisé quelques fois, sans vraiment lui parler. Et donc là, on se voit à l'audition, on discute, ils me mettent très à l'aise, ça se passe très bien. Et finalement, le jour même, ils me disent, mais on aimerait bien te tester en Victor. Bon, d'accord, sauf que moi, j'avais pas préparé le matériel pour Victor. Ça te dérange si on te donne le texte, les chansons, tu vas 15 minutes dans le couloir, tu répètes un peu, tu regardes, on te demande évidemment de pas te connaître par cœur, et tu nous présentes quelque chose. Et Clémence dit, non, mais peut-être demandons-lui de revenir demain, lui laisser se mettre en bouche le texte, etc. Et je suis revenu le lendemain, j'ai présenté ce que j'avais à présenter, et vraiment sans aucun stress. Je me suis dit, de toute façon, tout se joue là, voilà, pas de stress. Et j'ai fait mes affaires, ils m'ont recontacté pour le workshop, donc la phase finale. Et puis ça l'a fait, peut-être une semaine après, j'ai eu les réponses, et on m'a dit, voilà, c'est toi Victor, quoi. C'est toi Victor. J'ai envie de parler de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu ? Où as-tu grandi ? J'ai grandi en banlieue parisienne avec ma maman. Moi, je suis d'origine réunionnaise et martiniquaise. Fils unique ? Alors, fils unique du côté de ma mère. Moi, j'ai grandi sans mon papa, que j'ai connu beaucoup plus tard, à l'âge de mes 16 ans. Et mon père avait refait sa vie, donc il s'est marié parce qu'avec ma mère, il n'était pas marié. Il s'est marié, il a eu donc mon frère et ma sœur, mais j'ai grandi effectivement en tant que fils unique du côté de ma mère.
Et en banlieue parisienne, on a vécu un petit peu, quand je suis né, on est parti en Martinique, j'ai vécu là-bas 3 ans, puis on est revenu et j'ai grandi en banlieue parisienne avec ma mère. Et tu rêvais de quoi quand tu étais petit ? Je rêvais de quoi ? Très jeune, j'ai senti que j'avais ce truc-là pour l'artistique. J'étais dans ma chambre, je prenais ma brosse à cheveux ou autre et je chantais. Je me croyais au Zénith de Paris ou à l'Olympia et je me déguisais avec les vêtements de ma mère. Je mettais les talons de ma grand-mère, je faisais des spectacles, je les faisais rire. J'ai tout de suite su que c'était quelque chose qui me plaisait. Et ton premier amour, c'est donc la musique. Oui. D'ailleurs, The Voice, les téléspectateurs français t'ont découvert en 2019. Malheureusement, aucun juge ne s'est retourné. Comment tu l'as vécu ? Comment je l'ai vécu ? J'ai plutôt bien vécu l'expérience The Voice. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très anxieux, de très, très perfectionniste et j'apprends en grandissant à essayer de lâcher prise parfois sur certaines choses, sur des choses pour lesquelles j'ai pas juste la main dessus et voilà. Donc le jour même du tournage, j'étais absolument tétanisé, pétrifié. C'est quand même un gros enjeu. C'était la première fois que j'allais sur un plateau télé avec effectivement des juges, dont Amel Bent, dont je suis fan depuis ma plus tendre enfance. Il y avait quand même un enjeu assez important derrière. J'y mettais pas tous mes rêves et tous mes espoirs. Mais c'est vrai que quand tu as passé, parce qu'avant de passer à la télé, tu as quand même 2, 3, 4 castings avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Donc il y a quand même un enjeu, il y a quand même du travail derrière. Et quand tu arrives à cette dernière étape-là, tu te dis, bon, ce serait chouette que quelqu'un se retourne et voir après ce qui se passe. Et donc sur le coup, forcément déçu, mais je l'ai plutôt très bien vécu. En fait, ça m'a pas traumatisé, ou je me suis pas dit en fait c'est peut-être pas fait pour moi ou autre, et je dirais même au contraire. Ça t'a renforcé peut-être dans ton désir ? Ouais, ça m'a renforcé, et de plus en plus la vie me montre aussi que les choses n'arrivent pas par hasard, et tout ce qui a pu m'arriver, beaucoup de choses me sont arrivées un peu comme ça, sans que je m'y attende aussi. La suite de ton parcours est une belle revanche sur The Voice. On va d'abord parler du livre de la jungle. Quel succès ! C'est là où je t'ai rencontré. J'avais emmené ma fille. Et en fait, je me suis passionnée par ton jeu. J'ai un souvenir... ça a été un choc artistique pour moi, vraiment. Tu interprétais divinement bien. Tu avais une gestuelle, une interprétation qui, d'après moi, est terriblement incroyable. Et ça a été une véritable performance. Tu as décroché le rôle principal, qui t'a d'ailleurs valu une nomination au Trophée de la Comédie Musicale et au Molière en 2018. Que retiens-tu de cette expérience des années sur scène, des dimanches à jouer 2 spectacles parfois ? Raconte-moi. Alors effectivement, je crois que les trophées c'est en 2018 et je crois que les Molières c'est en 2017, si je ne me trompe pas, je crois. Alors ouais, premier gros spectacle sur lequel je me retrouvais à l'époque, je sortais d'école. J'avais fait donc Coréa, l'école de comédie musicale à côté de Bastille. Donc premier gros projet, premier gros enjeu, beaucoup de pression, je suis perfectionniste donc je voulais bien faire, etc. C'est vrai que maintenant avec le recul, j'ai 27 ans et quand je regarde derrière, je me dis, il y avait des choses qui étaient encore vertes, des choses encore pas très mûres, mais on grandit aussi en apprenant sur scène et en faisant. Mais c'était un très très chouette projet pour lequel j'étais très heureux. J'étais très heureux d'être sur ce projet. J'ai fait de belles rencontres artistiques et puis dans un théâtre absolument magnifique. Combien d'années sur scène avec le livre de la jungle ? 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans sur scène avec le livre de la jungle. 4 ans, ouais. Et franchement, j'ai pas trop vu le temps passer. Je me suis pas lassé. Mais c'est une sacrée endurance parce que les gens te voient sur scène comme ça une fois, on se dit c'est formidable, mais ça veut dire jouer, ça prend toute ta vie, tout ton temps. C'est une sacrée performance. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? C'est vrai que moi, je m'oblige à avoir une hygiène de vie assez stricte quand je suis sur scène. Aussi, notamment quand tes premiers rôles, forcément, tu as beaucoup à défendre, que ce soit au niveau chant, au niveau... là, le livre de la jungle, c'était aussi très physique. Victor vers le futur, c'est encore plus physique, mais alors le livre de la jungle, à l'époque, c'était aussi quand même très physique. Donc, ce qui implique le fait de se coucher assez tôt, de boire beaucoup d'eau, d'éviter... Moi, je fume pas, donc ça, c'est déjà bien. Je bois très peu d'alcool, mais d'éviter de sortir, en tout cas trop sortir, parce que dans les endroits, tu parles fort, etc. Et moi, je fais très attention quand même Faire à ma attention voix. à ta voix.
faire attention à ta voix aussi, parce qu'être un comédien, c'est travailler son corps, travailler sa voix, travailler sa peau. On n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, tu parlais de ta formation. Tu as donc suivi une formation pour devenir cet artiste pluridisciplinaire que tu es. Oui, j'ai fait une formation d'1 an. En fait, c'est une école qui est sur 3 ans. Quand j'ai passé les castings, enfin le concours pour intégrer l'école, j'ai tout de suite été dirigé en 2e année. Ils estimaient que j'avais le niveau pour entrer directement en 2e année. Donc j'ai fait directement la 2e année. Et puis à la fin de mon année, vers peut-être avril ou mars, un avis d'audition est tombé pour le livre de la jungle. Et moi, je ne l'avais même pas vu. Et c'est une amie qui est dans l'école, qui était dans l'école aussi à ce moment-là, qui me dit « Mais Tom, il y a un casting pour toi, je suis sûre, vas-y, essaye. » Et bon, moi, je me considérais pas du tout légitime encore à ce moment-là. J'avais 6 mois d'école dans les pattes, 6 ou 7 mois, et je me disais « Mais non, enfin, pas maintenant, je suis pas prêt. » Et j'avais pas envie de me présenter encore comme ça. Pour moi, j'étais pas assez... Et puis en même temps, si je m'écoute, je suis jamais prêt. Donc à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Et comme je disais, on apprend aussi sur scène, on apprend aussi des rencontres des autres, et etc. Et puis, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc, je me suis dit, let's go. J'ai envoyé ma candidature. Et puis, j'ai passé le premier, 2e tour. Et il s'est avéré que j'ai eu le rôle. Et c'est parti. On va parler du doublage voix. Doublage voix off. Ça arrive quand dans ta vie? Parce que tu chantes, tu danses et tu joues la comédie, mais tu prêtes ta voix aussi. Camilo dans Encanto, c'est toi. Grosse production des studios Disney. Comment ça s'est passé? Parce que tout arrive quand on t'entend, il y a quelque chose de l'ordre de la facilité. En même temps, si tu es un travailleur acharné, mais les rencontres, il y a une sorte de magie autour de toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Si, c'est vrai que de plus en plus, je m'en rends compte, et c'est ce que je disais aussi au début, la vie me permet de plus en plus à lâcher prise sur certains points. J'aime beaucoup contrôler, je suis vachement dans le contrôle, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. J'aime anticiper les choses. L'intermittence n'est pas un métier, mais en tout cas, c'est un statut, et c'est quelque chose qui est fragile. Voilà, tous les jours, on doit aussi se battre pour trouver du travail et pour assurer l'année d'après toujours ce statut d'intermittent qui nous permet de vivre de notre passion. Et la vie, au fur et à mesure, m'a permis de me dire, en fait, Tom, lâche prise aussi, fais ce que tu as à faire, travaille toujours, sois humble. Je suis quelqu'un de naturellement solaire, j'aime les gens, j'aime le contact, donc il y a ça aussi, je pense, qui facilite les choses. Et puis effectivement, ces gros projets comme Encanto, c'était la première fois que je mettais les pieds sur un plateau de doublage. Je n'avais jamais fait de doublage de ma vie, et ça pareil, c'est une rencontre. À l'époque où j'étais sur Le Roi Lion à Disney, ma coach vocale, donc Magali Bonfils, est aussi directrice artistique chez Dubbing Brothers. Et elle a pensé à moi à ce moment-là, quand elle chapeautait ce projet-là, elle a pensé à moi pour prêter ma voix. Et effectivement, donc j'ai passé des essais. Je suis pas arrivé en claquant des doigts en disant merci Magali d'avoir pensé à moi. J'ai passé les essais, etc. comme tout le monde. Et il s'est avéré que c'était moi. Donc fou aussi, ouais. Et puis un succès dingue, ne parlons pas de Bruno, je crois que ça a dépassé La Reine des Neiges. Enfin, ouais, ça a dépassé. C'est le plus gros succès. Le plus gros succès. Quelles sont les qualités requises pour être un bon comédien de doublage? On connaît peu de choses sur ça. Beaucoup d'artistes veulent faire du doublage. Je crois que c'est un milieu extrêmement fermé. Les places sont rares. Est-ce que tu as envie de continuer? Et est-ce qu'il faut être comédien pour faire du doublage? Alors, les peu de conseils que je peux donner à ma petite échelle, parce que j'ai pas des années de métier derrière moi, mais ce que je peux en tout cas retenir de mes expériences pour l'instant, il faut indéniablement être comédien. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai pu rencontrer quelques directeurs artistiques qui préfèrent quelqu'un qui n'est pas forcément, entre guillemets, calé sur la synchronisation, parce que nous, en France, on a la chance d'avoir une barre, j'ai plus le mot, une bande rythmo, sur laquelle il y a tous les dialogues, etc. Parce que dans d'autres pays, apparemment, je sais qu'en doublage, ils n'ont pas forcément de bande rythmo, ils ont des feuilles, ou voilà. Donc on a cette chance-là. Et donc, certains directeurs artistiques préfèrent quelqu'un qui joue très bien la comédie, qui ne soit pas forcément calé sur la bande rythmo, et à ce moment-là, il se recale avec l'ingénieur, etc.
que l'inverse. Donc ça, c'est sûr qu'il faut être comédien pour sûr. Il faut aussi être... Il y a beaucoup d'instantanéité aussi. Il faut être très vif. Il faut digérer tout de suite l'info, les conseils donnés par le directeur artistique ou la directrice artistique avec qui tu es sur le plateau. Voilà, il faut être assez au taquet. Après, milieu fermé, je ne pourrais pas faire de comparaison parce que c'est assez récent pour moi, mais effectivement, j'ai entendu dire que de base, c'est quand même un milieu très fermé, mais que ça commence un peu à s'ouvrir. Et au vu de mon expérience personnelle, j'ai le sentiment que ça s'ouvre un petit peu aussi parce qu'on a pu me donner quelques petits rôles, quelques petites choses par-ci par-là et me faire confiance sans forcément me connaître personnellement, même si les directeurs là, qui m'ont fait confiance, c'est des directeurs de casting de directeurs artistiques que j'ai pu rencontrer en stage. On te retrouve régulièrement associé à des projets associés aux enfants. Est-ce un choix ou une coïncidence ou... Non, c'est pas un choix. Je pense qu'après, j'ai un physique assez juvénile. Comme je te disais, je suis une personne très solaire, très joviale. Je suis assez, comment dirais-je, je suis assez vif dans le corps, dans l'état d'esprit, etc. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui s'apparente à... Et je sais que dans les productions familiales, c'est ce qu'ils recherchent aussi souvent, c'est des jeunes promis, en tout cas des rôles, de garçons qui puissent être très, assez sportifs, assez au taquet, assez... qui fassent jeune, voilà. Tu reflètes effectivement une image extrêmement d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne santé, d'une voix. Enfin, tu es un garçon très pur. Alors, on ne sait pas dans ta vie privée et on ne veut pas savoir, mais tu parlais de cette hygiène de vie la rigueur revient beaucoup. Tu t'exiges énormément. Oui. Tu t'exiges. Je m'exige énormément, effectivement. Et parfois, je peux aussi, du coup, exiger des autres. Et ça, c'est un peu quelque chose sur lequel j'essaye de travailler parce que je suis tellement perfectionniste et j'attends tellement de moi que j'en attends aussi beaucoup des autres. Et parfois, ça peut être un peu... ça peut être oppressant ou ça peut être mal vu ou mal pris par certains ou certaines. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Mais effectivement, je m'exige quand même une hygiène de vie assez cadrée, cadrée, droite. Tu parlais de ton métier et de cette difficulté, ou alors pas cette difficulté, mais en tout cas tu disais que le but du jeu c'est d'en vivre, de faire que ça. Tu n'hésites pas, et d'ailleurs tu le partages sur tes réseaux sociaux, à partir sur les routes de France Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta condition en tant qu'artiste? Depuis quand tu arrives à en vivre pleinement? Et est-ce que tu pourrais donner des conseils à ces artistes qui veulent se lancer, qui veulent entamer une carrière artistique et qui ne savent pas trop comment faire? Être un artiste, est-ce que ça implique trouver un job en tant que serveur? Dis-nous un peu depuis quand tu arrives à en vivre pleinement? Alors moi, ça va faire 5 ans que je suis intermittent du spectacle, donc 5 ans que j'ai un salaire qui tombe tous les mois, que j'ai un projet artistique sur le coup ou pas. Donc ça fait 5 ans que j'en vis. Après, avant tout, je pense que l'intermittence n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que si tu es passionné et si la musique te fait vibrer ou autre, je veux dire, t'as le but n'est pas d'être intermittent du spectacle. Maintenant, ça facilite les choses, c'est-à-dire que le but est d'en vivre en fait. Le but est d'en vivre, mais en tout cas oui, d'en vivre, et tu peux en vivre aussi autrement qu'en étant intermittent du spectacle, même si effectivement c'est quand même une sacrée aide. C'est vrai qu'au début, par exemple, je ne l'étais pas et je travaillais à côté. Mais c'est une sacrée aide aussi parce que vous avez des moments où vous êtes sur scène, mais il y a des moments où vous travaillez sur des projets personnels. On recevait Sorel qui met en scène Guignol après 6 ans de travail. Et si tu n'as pas ce statut, comment tu vas faire pour travailler pleinement sur un projet? Exactement, c'est pour ça l'intermittence. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est une facilité, effectivement, et c'est un cadeau aussi dans le sens où... soutien. C'est un soutien, voilà, parce que effectivement, quand tu es sur scène et que tu as un projet, tu es payé par ton employeur parce que tu fais actuellement. Par contre, quand tu retournes chez toi et que tu as un projet d'écriture ou autre, tu n'as pas de salaire qui tombe parce que tu n'es pas employé par quelqu'un, mais tu as l'intermittence qui t'assure d'avoir un salaire tous les mois et de remplir ton frigo, oui, c'est sûr. Petit, tu rêvais donc d'être artiste, tu t'es donc formé. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je vais lâcher?
Tu parles de rencontres. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu es devenu un peu plus fébrile? Je pense ne jamais m'être dit ce n'est pas pour moi. J'ai toujours senti, et ça a toujours été une évidence, que c'était ce qui me faisait vibrer. J'avais un attrait particulier pour l'artistique, pour le chant. Après, forcément, il y a des moments un peu plus de doute où tu te dis, est-ce que je suis au niveau? Forcément, tu tombes dans le piège aussi de la comparaison. Il y a beaucoup d'auditions, on est de plus en plus. Avec la démocratisation des écoles qui s'ouvrent de comédie musicale, forcément, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer. Donc, il y a aussi ce piège de la comparaison. Et parfois, tu te dis, est-ce que finalement, je suis assez au niveau? Est-ce que je suis assez bon? Et tu veux pas qu'on t'oublie? Et tu as toujours aussi envie de te montrer, de te dire, mais là, si je fais rien, on va m'oublier, on va pas me rappeler. Mais j'ai jamais eu vraiment de doute. J'ai toujours su que c'était ce que je voulais faire. Maintenant, par quel biais, je ne savais pas. Et la comédie musicale s'est présentée. Aujourd'hui, je vis de mon métier parce que je chante, je joue effectivement. Mais j'ai aussi d'autres objectifs à court terme, à moyen terme en tout cas, qui est de monter mon projet à moi musical, de développer le cinéma, l'image. Tu as des envies de cinéma? Énormément. Énormément. Ouais. Et ce piège de comparaison, il existe encore chez toi? Forcément, tu as toujours ce truc où tu regardes un peu chez le voisin, tu regardes pas. Enfin, il y a aussi, en fait, il y a un côté malsain dans la comparaison, mais il y a un côté aussi qui peut être bénéfique dans le sens où faut toujours être aux aguets, avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe en ce moment, sur un peu entre guillemets les tendances, de t'ouvrir aussi, de sortir un peu de son moi et de voir un peu ailleurs ce qui se passe et de s'enrichir des autres. Donc la comparaison, elle a aussi du positif. Ça peut être un moteur. Ça peut être un moteur. Maintenant, effectivement, il faut pas avoir ce côté malsain où tu te rabaisses tout le temps, où tu te remets tout le temps. Voilà, il faut croire en soi, c'est compliqué, c'est un travail de tous les jours. En tant qu'artiste, on est toujours sous le feu des projets, sous le regard, sous le jugement des autres, quoi. On a toujours ce regard de l'autre. Donc c'est compliqué, il faut être armé, il faut être... et c'est un travail de tous les jours. C'est vrai que parfois c'est plus compliqué, je dis pas que c'est la fête tous les jours, mais en tout cas, moi, personnellement, à titre personnel, j'ai trouvé qu'il y avait une avancée, en tout cas avec moi, dans le sens où je me mets au centre des priorités. J'ai arrêté de m'oublier, de me mettre de côté. Je me mets au centre des priorités, je fais attention à moi, j'apprends à me connaître, j'apprends à vivre avec moi. Et en commençant par là, je suis de plus en plus dans le sol et fort et ancré. Ouais. C'est une sacrée recette que tu nous donnes là. Regarder les autres pour activer une sorte de moteur tout en éveillant sa singularité et l'acceptation de soi et s'aimer pour se lancer. Qu'est-ce que tu dirais au petit Tom, à ce petit garçon qui était dans le salon avec sa maman et qui rêvait? Je dirais au petit homme de rien lâcher, qu'il va y avoir des gros moments de doute, des chutes parfois, mais que l'essentiel c'est d'apprendre de tout ça et d'aimer les gens, de s'aimer soi vraiment et d'être fier de qui on est, d'où l'on vient et de croire toujours en ses rêves parce que de toute façon c'est possible et il faut s'en donner les moyens et tant qu'on s'en donne les moyens et qu'on y croit, il y a un moment donné où les choses arrivent à soi. On te retrouve au Palais des Glaces, dans Victor Retour vers le futur. Non, dans Victor vers le futur. Victor Retour vers le futur. Tu Victor vois le lapsus que je vais vers le futur. Victor vers le futur. C'est ça. Quel lapsus. Jeff Panago c'est inspiré de ça. Oui. Merci Tom pour ces moments toujours magiques avec toi parce que tu irradies de talent. Et maintenant, ce que je vais te souhaiter, c'est du cinéma. Merci Tom. Merci à toi Soledad. Thank you.